Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Acrimed chez Blast, 4e pouvoir. Le 10 janvier 2025, comme chaque semaine, ça sentait très fort la naphtaline au Figaro Magazine. Outre la une à la gloire du tribun Le Pen, la rédaction a choisi de consacrer 8 pages à cette question très originale. Paresseux, les Français ? Le casting était tout aussi renversant. Un débat, ou plutôt une causerie mondaine et franchement amicale, entre deux amoureux du marché. L'économiste médiatique Olivier Babot, grand admirateur de Javier Milei, et Denis Oliven, désormais patron d'Editis, mastodonte de l'édition sous la coupe du milliardaire Daniel Kretinsky. Tous deux ont évidemment commis un nouveau livre, ce qui leur offre un droit automatique à défiler sur les plateaux télé. Et en plein débat budgétaire, je le disais, vous arrivez avec une idée simple. La France doit travailler plus, c'est même le titre de votre livre publié chez Albin Michel. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. Ça veut dire que... 6 Français sur 10. Oui, absolument. Il n'y a que 4 Français oui, ça veut sur dire 10. que la charrette France, c'est 4 personnes qui travaillent et qui traînent, qui tirent un véhicule sur lequel sont assis 6 Français. Alors, simplement, nos politiques publiques, nos lois et l'ensemble de nos règles, notamment fiscales, ne nous incitent pas à travailler. j'ai l'impression d'avoir écrit un livre de gauche. Le chapeau du Figaro Magazine donnait déjà le ton de gauche. Denis Oliven et Olivier Babot tirent la sonnette d'alarme, les Français ne travaillent pas assez. Pour le premier, le travail, trop taxé, ne paye plus assez. Pour le second, les Français sont gagnés par la flemme, symptôme d'une inquiétante crise de l'effort. Comme souvent, l'obscénité du propos tient autant à ce qu'il dit qu'à ce qu'il cache. Dans le cas d'Oliven, outre ses prouesses de patron de presse le plus talentueux de France, comme le surnommait ironiquement le Canard enchaîné en 2019, on rappellera ce petit incident de parcours révélé par le palmipède. En 2015, lui et son épouse étaient poursuivis au prud'homme par leur domestique pour travail dissimulé et licenciement abusif. Elle était payée 1 560 € bruts par mois, auquel elle devait soustraire 350 € réclamés par le couple au titre de loyer du mobil-home attenant à la villa de luxe qu'elle occupait avec son fils. Denis Oliven est donc un expert tout indiqué pour nous parler du travail qui paye mal et ce qu'il faut faire pour y remédier. Plus c'est gros, plus ça passe. Ce dispositif du Figaro n'en fait pas moins office de ligne éditoriale, carte blanche aux exploiteurs, pour expliquer aux exploités qu'ils n'en font pas assez. La fête serait d'ailleurs incomplète sans mentionner le 3e compère en charge de l'entretien, Ghislain de Montalembert. Ghislain est officiellement journaliste au Figaro, mais il y fait plutôt office d'expert conseil en patrimoine. Expliquer aux aristos comment rester noble dans le monde des affaires, transcrire le cauchemar des propriétaires immobiliers face à la rénovation énergétique, indiquer aux riches retraités les 6 pays où s'installer pour payer moins d'impôts, ventiler les intérêts du MEDEF, prodiguer aux héritiers ses conseils pour optimiser son héritage, et ainsi de suite. Puis, entre 2 journées de dur labeur, Ghislain de Montalembert fait une pause et il publie des enquêtes. Comme celle du 29 novembre 2024, par exemple, dans laquelle il entreprend d'exposer ce que nous coûtent vraiment les privilèges des cheminots, éternel punching ball. Bref, vous l'aurez compris, c'est le thème médias et travail qui va nous occuper dans ce nouvel épisode. Il y a pas mal de pain sur la planche, alors c'est parti. Parce que la presse est libre et la presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. Vous êtes sérieux là ? Sérieux ? Qui dans ce pays défend les boîtes du CAC 40 à part moi, Rémi ? Qui ? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser, penser. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Les journalistes sont des cons, des contre-pouvoirs dans une société. C'est une plaisanterie. Non, tout de suite là. Ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Le travail, c'est un sujet titanesque qui fait l'objet d'un nombre incalculable de travaux en sciences sociales et on va donc devoir faire des impasses. Dans les grands médias, il en est régulièrement question par temps de mobilisation sociale. Mais ça, on se le garde en réserve pour un futur épisode. Ce qu'on va plutôt faire aujourd'hui, c'est exposer quelques-uns des traits les plus saillants du bruit médiatique ordinaire. Ce qui est visible, ce qui demeure dans l'ombre. C'est une manière de cadrer la question à partir des pouvoirs qui, justement, découlent du travail des médias. Porter le regard ici plutôt que là. Sélectionner les informations dignes de faire la une et reléguer celles qui ne méritent que des brèves. Visibiliser et légitimer certains intervenants plutôt que d'autres, etc. Dans cette perspective,
On s'est notamment demandé quels étaient les métiers les plus visibles et les travailleurs qu'on ne nous montre quasiment jamais. Comment est-ce qu'on nous parle du travail ? Quelles questions se posent ? Quelles autres ne se posent pas ? Et d'ailleurs, est-ce vraiment du travail dont on nous parle ? Dans l'épisode précédent, on a expliqué comment et pourquoi les grands médias ont contribué au cours des 40 dernières années à imposer la doctrine néolibérale comme une évidence indiscutable dans le débat public. Une servitude volontaire des médias, disions-nous, entretenue par des chefferies éditoriales sociologiquement solidaires des intérêts et des points de vue des classes dirigeantes. C'est une toile de fond qu'il faut garder en tête pour comprendre l'épisode du jour. En premier lieu, parce qu'une large partie des productions médiatiques opère un réencodage libéral du travail, dans lequel le travailleur est perçu au prisme de son employabilité comme une variable économique désincarnée. Pour le dire simplement, ce n'est pas tant du travail, dont nous parlent en priorité beaucoup de médias, que de la situation de l'emploi en général. Compte tenu de l'hégémonie des discours néolibéraux depuis les années 80, il n'est pas étonnant que les médias dominants aient approuvé les philosophies et les politiques qui renforcent la subordination du travail au capital et qui, dans le monde réel, conduisent à l'éclatement des collectifs et à la destruction des conditions de travail. Parce que le principe du capitalisme consiste en une maximisation perpétuelle des profits, il réclame, comme l'écrivait le sociologue Alain Bir, l'allègement, sinon la suppression de toutes les contraintes légales et de toutes les rigidités sociales, l'assouplissement de toutes les pratiques collectives et de tous les comportements individuels dans le seul but de rendre plus fluide et plus rapide le processus de reproduction du capital auquel plus rien ne doit désormais faire obstacle. Septembre 2015, France 2, David Pujadas. Jean-Paul, petite question complémentaire. Est-ce que cela va alléger ceci, notre fameux code du travail si lourd ? Pas très original, Pujadas portait alors à l'écran une couverture du Figaro Magazine et relayait l'une de ces idées reçues que les journalistes ne peuvent s'empêcher de reprendre en chœur. Pierre Marolle se heurte à un obstacle, ce pavé d'1,5 kg. 1,5 kg, plus de 8000 articles, rarement limpides, difficile de s'y retrouver. Le code du travail, pour lui, synonyme de casse-tête. Sans compter que ça, c'est le code du travail, mais il y en a au moins encore autant de jurisprudence. Ah oui, c'est assez lourd. 1422 grammes exactement. Il faut dire qu'en matière de travail, le prêt-à-penser libéral est particulièrement riche. Alain Bir, qu'on citait tout à l'heure, ou d'autres, comme Éric Hazan, ont bien analysé cette novlangue néolibérale qui fonde une propagande du quotidien relayée par des discours médiatiques. Le dogme néolibéral a en effet forgé son propre abécédaire pour parler du travail. Vous connaissez bien sûr le coût du travail, la flexibilité, les charges sociales, les collaborateurs, les plans sociaux, etc. Ce lexique performatif conduit à euphémiser les relations de domination au sein du conflit capital-travail, à rendre invisible la prédation du capital, à faire passer pour une évidence, par exemple, l'idée que les salaires sont un fardeau pour l'employeur. En 2009, Pierre Rimbert écrivait dans Le Monde diplomatique « Ne dites pas cotisation sociale, dites charge sociale » et exigeait leur allègement. Généralisé après la Seconde Guerre mondiale, le système des cotisations sociales évoque encore cette autre partie du salaire, socialisée puis reversée aux malades, aux retraités, aux chômeurs. Ternir cette aura exigeait qu'on y associe l'idée de pesanteur, de paralysie, voire d'asphyxie. Pour Laurent Geoffrin, PDG du quotidien Libération, on peut, je cite, « contribuer à l'emploi en allégeant les charges sociales, salariales et patronales pour tout le temps travaillé et non pour les seules heures supplémentaires ». C'était dans Libération, le 10 juillet 2007. Il en va de même pour le choix du terme « coût du travail » pour parler du salaire. Un terme déjà particulièrement connoté et qui, en plus, n'est jamais mis en regard du coût du capital, une formulation que les journalistes n'utilisent pour ainsi dire jamais. Autre invention orwellienne, l'expression « plan social » pour parler des licenciements. Parlons-en d'ailleurs, puisque le sujet est d'actualité et pourtant particulièrement maltraité. Trop rares sont en effet les journalistes à rattacher les licenciements aux logiques ordinaires des entreprises capitalistes. Compresser la masse salariale tout en empochant quantité d'argent public pour mieux distribuer des dividendes records. Plus de 98 milliards en 2024. Une bonne nouvelle dont on aurait tort de s'offusquer selon un verdict de l'Express. Le récit médiatique est tellement imprégné du point de vue patronal et la plupart des journalistes tellement loin des réalités des travailleurs que la question des licenciements peut faire l'objet des moqueries les plus arrogantes, au point même de déclencher des fous rires en plateau. Comment est-ce qu'on impose à un patron les licenciements ?
Déjà qu'il n'a pas beaucoup de temps de parole, si on répète chaque fois des questions... Philippe Poutou, vous voulez interdire les licenciements. Comment interdit-on les licenciements? Mais on n'y est pas du tout là. Vous voulez que je le fasse? Non, mais il faut interdire les licenciements. Comment on interdit les licenciements? Pense à Twitter. Philippe Poutou, c'est quelqu'un qui me donne envie d'être un grand patron, de virer mes employés et de délocaliser. Je trouve que c'est vraiment l'idiot utile du capitalisme, Philippe Poutou. C'est vraiment, à chaque fois qu'il dénonce des choses, ça me paraît tellement bête. Hormis quelques reportages de bonne facture et un suivi relativement plus aigu dans la presse locale, on constate d'ailleurs que les travailleurs licenciés sont loin de faire la une des médias nationaux, conformément à une tendance que nous aborderons un peu plus tard. Pire, dans les grands médias, cette casse du travail coexiste parfaitement bien avec la célébration intemporelle de la valeur travail. Nous allons maintenant nous intéresser à la valeur travail. Pourquoi ne pas parler de la valeur travail? La valeur travail est-elle en perdition? Le travail reste la valeur cardinale. La gauche n'est plus associée à la valeur travail. Les syndicats, eux, n'ont pas délaissé la valeur travail. 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 Le travail est une valeur de droite. Et si vous êtes travailleur, vous êtes réactionnaire, vous êtes légèrement fasciste, et le camp de rééducation vous attend. Dans un livre tout juste paru, le sociologue et professeur de SES au lycée Denis Colombi écrit « Si récurrentes soient ces polémiques, elles ne permettent jamais de voir véritablement le travail, pas même de le montrer, encore moins d'en discuter. La question de la valeur travail n'est jamais posée qu'en termes moraux. Il faut être pour ou contre, il faut savoir si, dans l'abstrait, le travail c'est bien ou pas. La thématique de la valeur travail participe ainsi directement de l'invisibilisation de celui-ci. » L'autre fauné de ce paradigme, c'est la cantate médiatique du sens de l'effort, irrémédiablement perdue en France. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, il y aurait actuellement en France une épidémie de flemme, épidémie qui ciblerait en plus essentiellement les jeunes. Sommes-nous frappés par une épidémie de flemme? L'appétence pour le travail est quand même moins forte aujourd'hui en France qu'elle ne l'était il y a quelques années. L'appel du canapé se fait ressentir. Effectivement, ce chiffre, 45% des Français ont régulièrement la flemme de sortir de chez eux. La sédentarisation et l'espèce d'épidémie de flemme qu'on constate aujourd'hui, c'est aussi la conséquence de cette maladie et de cette succession de crises chez la jeune génération. La France est-elle vraiment touchée par la grande flemme? Vous parlez aussi d'apathie, de ramollissement généralisé. Ce sont la jeune génération qui, depuis la crise sanitaire, ont le plus de mal à revenir au travail, ont le plus de mal à revenir au bureau. Que ce type de rouleau compresseur s'accompagne à chaque fois d'idées reçues et de mensonges importe assez peu aux directions de médias, dont la propagande en cette matière ne connaît que peu de limites, pas même déontologiques. En février 2019, par exemple, M6 diffusait le premier épisode d'une émission précisément intitulée « Le sens de l'effort », ressucée d'une émission de 2016 au titre encore plus éloquent « Garde à vous ». Le concept était pour le moins alarmant. Rééduquer des jeunes au chômage ou en situation de décrochage scolaire à l'occasion d'un stage sous la houlette d'un ancien militaire instructeur dans les commandos marines. Ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas dans l'emploi, ils ne sont pas en formation, ils sont nulle part. Il y aurait en France aujourd'hui 3 millions de jeunes qui ne font plus rien de leur vie. Les valeurs militaires peuvent leur redonner l'envie de s'en sortir. Rampez! Venez pas me chier dans les bottes. Le sens de l'effort, mardi 19 février sur M6. L'ordre militaire est télévisé et le domptage passionne M6, qui n'hésite pas à mettre en scène des séquences de soumission, des rituels d'humiliation et des situations de mise en danger. Tu seras toujours à l'aise dans la vie? Personnel ou professionnel? Le tout, rythmé par les brimades du rééducateur, qualifié par la chaîne de simple langage cru et direct. Eh ben, vous repartez avec votre mère tranquillement chez vous et vous continuez votre train-train de vie de larves ou je sais pas quoi, vous le continuez. Il faudra pas venir après me faire chier en chialant, comme vous faites avec vos parents ou autre chose. Fascination pour les valeurs martiales et virilistes, autoritarisme, méthode vexatoire érigée en vertu pédagogique et morale, le tout mis en forme comme n'importe quel programme de télé-réalité et diffusé à 1 heure de grande écoute. Aux jeunes qui auraient l'insolence de se rebeller, la voix off rétorque, je cite, « Ils ont en commun un problème avec l'autorité, et ce depuis longtemps ». Incarné ici dans un dispositif caricatural, ce sens de l'effort n'en reste pas moins une valeur cardinale ordinaire, déclinée à l'infini en fonction des exigences de l'actualité, en particulier dans l'audiovisuel.
À l'approche des périodes estivales ou hivernales, on retrouve bien sûr le refrain sur la galère des employeurs face aux pénuries de salariés qui ne veulent plus travailler. En toute saison, on a le couplet sur les cheminots et les fonctionnaires, ces privilégiés très fainéants. Mais aussi, évidemment, la complainte contre les chômeurs, profiteurs de l'assistanat. Les fonctionnaires sont-ils des privilégiés en matière de retraite ? C'est la question à laquelle répond la Cour des comptes dans un rapport qu'elle a publié hier. Est-ce que vous diriez que les fonctionnaires en France sont des privilégiés, Eugénie ? Les fonctionnaires sont des nantis, disait déjà Raymond Barre en 1980. En termes de message politique, c'est toujours bien de dire que avant d'avoir du chômage, il faut avoir travaillé. Et que le chômage ne doit pas être aujourd'hui une solution vers laquelle optent certains salariés dans une logique de l'assistanat que permet le système français. On a le sentiment que cette vieille gauche, justement, qui était la gauche du travail, qui était la gauche des usines, qui était la gauche des ouvriers, eh bien, elle a cédé le pas, justement, à cette gauche prétendument morale et prétendument qui est plutôt dans l'assistanat. Si on arrête d'expliquer qu'il faut travailler moins, si on arrête de faire tout pour dissuader d'investir, ça peut repartir. Ça peut. Monsieur le ministre Nicolas Dose, merci. Non. Alors, ce que devrait faire Eric Ciotti, c'est s'intéresser à la différence entre celui qui travaille et celui qui arrive à vivre sans travailler, avec des aides, des exonérations, des machins, des trucs dans tous les sens. En guise d'autodéfense intellectuelle, on vous recommande chaudement de vous détourner de ces pseudo-savants, pour le coup très paresseux, au profit de travaux bien plus sérieux. Le démontage des stéréotypes qui alimentent la haine des fonctionnaires, et beaucoup de portraits donnant à voir les réalités des métiers très différents qu'ils exercent, mais aussi l'excellente BD signée Damien Cuvillier et du journaliste Bruno Colomba, Le choix du chômage, de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique. Reste que, comme on le voyait en introduction, la presse de droite met régulièrement beaucoup de cœur à l'ouvrage. Le Point fait d'ailleurs figure d'avant-garde, avec ses unes à répétition fustigeant ces Français qui n'ont plus envie de travailler, la France des tirs au flanc, des enfants gâtés, des fainéants, des paresseux, ou encore le sport national qui plombe notre économie, la fraude sociale. Rappelons qu'au cours des 10 dernières années, entre 2014 et 2023, l'hebdomadaire de François Pinault, 8e fortune de France, aura cumulé près de 7 millions d'euros d'aide directe à la presse, et donc d'argent public. L'implication des médias dominants dans le paradigme de la valeur travail est telle que nombre de ces entreprises de presse n'hésitent pas à se constituer comme de véritables intermédiaires entre patronat et salariés sur le grand marché du travail. Comme d'autres titres, Le Figaro monnaie ses espaces internet pour que des agences d'intérim viennent y poster des annonces. Depuis 2015, en intermittence, TF1 mène une vaste opération annuelle intitulée « Une semaine pour l'emploi ». Un partenariat entre Pôle emploi, désormais France Travail, et les rédactions des journaux télévisés. Notre nouvelle édition d'une opération que vous connaissez, la Semaine pour l'emploi. Ce sera une semaine spéciale dans cette édition de 13h avec Pascal Vinquel à partir du 2 novembre. On verra plein de reportages et Pascal donnera des conseils à ceux qui cherchent un emploi. Mais le site est d'ores et déjà ouvert pour que les chefs d'entreprise qui cherchent des salariés publient leurs annonces. Le site multiplie par la suite les publi-reportages concoctés spécialement pour le JT, par le service économie, en toute indépendance bien sûr. Ça a permis à beaucoup de gens de trouver des salariés et à d'autres de trouver des emplois. Un exemple du côté de Fontainebleau avec Fabien Chadeau et Alix Ponsard. 6h du matin dans Paris, Nicolas et François livrent l'un de leurs premiers clients. Un métier physique, des horaires décalés, autant de handicap pour recruter. Appâté par l'esprit de tels dispositifs, C8 en livre depuis plusieurs années une version encore plus trash, mais à l'esprit totalement similaire. Attention les yeux, c'est l'émission Job pour jeunes objectifs boulot. On peut essayer d'acquérir un peu d'expérience, mais vous, l'expérience, vous en foutez, parce que tant que ça vous plaît pas, à un moment donné, vous dites, bon allez, je balaye ça, je préfère rester chez moi, plutôt que d'acquérir de l'expérience dans un domaine que j'aime pas pour accéder à un domaine que j'aime. Ça vous a jamais parlé, par exemple? Oui, il faut faire des choses qu'on n'aime pas, mais moi, je pars du principe qu'on peut quand même choisir un peu. Ouais. Je l'ai beaucoup entendu, le moi, le moi, je. Je suis pas sûr que les patrons soient d'accord avec votre moi, je. Oui. Des jeunes défilent ainsi en plateau pour se voir inculquer le catéchisme du bon salarié avant de recevoir une proposition d'emploi. Je rappelle qu'en tant qu'experte, Nina alerte souvent sur le fait que les étudiants doivent être capables de bien jongler entre l'entreprise et les études. Et surtout, apporter une réelle valeur ajoutée à l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, je ne vais pas vous dire de donner autant qu'un CDI, mais c'est ce qu'il faudrait dans l'idéal. Non, vraiment, on n'arrête pas le progrès. Je pense qu'un jour, si on a un président intelligent, un gouvernement intelligent, je serai forcément ministre de l'Emploi. Il ne faut pas croire que les médias privés ont le monopole de ce mélange commercial des genres.
Chaque année, depuis 2013, France Info organise par exemple l'événement « C'est mon boulot, des clés pour réussir ». Un cycle de conférences visant, je cite, à accompagner les publics dans les grandes mutations du monde du travail. Et en langue commune, à offrir des tribunes aux patrons et au gouvernement. Édition 2022, en direct de Rouen. Vraiment, l'idée, c'est d'être le plus concret possible. C'est que vous ressortiez d'ici avec des idées, des pistes, des solutions, une meilleure compréhension des secteurs, des métiers, des compétences qu'attendent les entreprises, des secteurs d'avenir, des voies sur lesquelles vous pouvez vous engager, que ce soit dans le numérique, l'industrie, l'artisanat. On va le faire avec des chefs d'entreprise, des gens de terrain. Sur ces 2 heures d'événement, on aura entendu l'autopromotion de 2 élus, de 5 PDG du privé, de 3 directeurs d'écoles de formation ou d'un organisme parapublic, mais aussi de 8 cadres dirigeants et d'un économiste travaillant pour la boîte d'intérim Indeed. En queue de peloton, seulement une salariée lambda. De quoi méditer la question de clôture du journaliste de France Info. Est-ce que c'est un métier d'avenir, journaliste ? Si l'on entend par journalisme un métier consistant à faire le SAV des intérêts des dirigeants d'entreprises sur le marché du travail, incontestablement, la réponse est oui. En 2021, nous interrogions le journaliste Julien Brigaut à propos de la médiatisation du travail. Au fond, nous disait-il, ce qui intéresse les journalistes, c'est ce vers quoi ils sont poussés à écrire. Valoriser le travail et valoriser une société dans laquelle il faut accepter la subordination inconditionnelle du salarié vis-à-vis du patron. Le travail des journalistes permet de normaliser tout ça. Il y a bien sûr des périodes de parenthèse. Pendant les crises, on va avoir des papiers sur l'exploitation et les méchants patrons, leurs salaires mirobolants. Mais dès le lendemain, on en revient au discours habituel. On ne peut pas faire sans eux. Ce sont des évidences qui modèlent l'opinion et fabriquent le consentement. Il s'agit de rendre désirable une société profondément indésirable. Parmi ces évidences, celle que les Français travaillent moins que les autres occupe une très bonne place. Dès qu'il est question de temps de travail dans le débat public, les grands médias raffolent de comparaisons avec d'autres pays européens, notamment l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Ces comparaisons, parfois simplifiées, souvent biaisées, constituent même un véritable marronnier. Elles reviennent notamment avec la publication des rapports de l'Institut patronal Corexcode, dont les journalistes font une lecture partielle. Sur la dernière décennie, et malgré de vieux débunkages dans la presse, le matraquage est réglé comme du papier à musique. Ici, en 2012, mais aussi 2 ans plus tard, en 2014, ou comme on le voit de nouveau en 2016, et rebelote en 2023. Et bien sûr, dans un vaste élan moutonnier, l'audiovisuel prend le relais à chaque fois. Emmanuel Gessua, bonsoir. Vous êtes directeur des études de l'Institut Rexecode et vous venez de publier une étude sur le temps de travail en Europe. Vous avez comparé le temps de travail pour les salariés dans les 28 pays de l'Union européenne. Alors c'est le résultat d'une étude sérieuse menée par Rexecode, organisme plutôt libéral. Les salariés français à temps complet sont ceux qui travaillent le moins dans l'année. 1668 heures en 2022. Nettement moins qu'en Allemagne, en Espagne ou en Grande-Bretagne. Ça explique peut-être une partie de nos difficultés économiques, non ? Ce qui creuse l'écart, ce sont nos jours d'absence. Ah oui. Un salarié français est absent du travail plus de 10 semaines par an. Et c'est bien davantage qu'ailleurs. En décembre 2024 encore, le 20h de TF1 ne laissait planer aucun doute. En France, les salariés à temps complet travaillent 1673 heures par an, contre 1790 heures en moyenne dans l'Union européenne. Pour vous donner une idée, nos voisins allemands travaillent 3 semaines de plus. Outre qu'ils polarisent l'agenda au détriment d'autres études sur le travail, ces chiffres sont souvent sortis de leur contexte, notamment lorsqu'ils ne prennent pas en compte les heures supplémentaires, les congés, les petits jobs, plus fréquents chez nos voisins, et les différentes pratiques organisationnelles du travail dans chaque pays. Mais l'idée est tenace. À cause des 35 heures, répètent nombre de médias, les salariés français qui travaillent à temps plein travaillent moins que leurs voisins. Sauf que si l'on ajoute les temps partiels, moins fréquents et plus longs dans l'Hexagone, et les emplois non salariés, ça change tout. Pour clore le débat, une étude sur le temps de travail hebdomadaire effectif au sein des pays européens, publiée par Eurostat en mai 2024, révèle qu'en 2023, les personnes âgées de 20 à 64 ans travaillaient en moyenne 36 heures par semaine et que la France se situe pile dans cette moyenne, devant l'Allemagne, 34 heures, la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, mais aussi très loin derrière la Turquie, 44 heures, ou la Pologne, 39 heures. Sans doute des modèles pour nos médias. Enfin, peut-être que ces différences signifient qu'en réalité, de telles comparaisons n'ont pour ainsi dire aucun sens, car encore faudrait-il comparer le temps de travail par catégorie d'emploi et dans des conditions similaires.
Comme l'écrit Denis Colombi, cette réduction du travail au temps est typique de la façon dont on voit le travail sous le capitalisme, sans qualité. Il n'est caractérisé que par des grandeurs numériques, le temps donc, mais aussi éventuellement son prix ou sa productivité, les deux étant souvent confondus, au point de n'en devenir qu'une abstraction qui masque le travail concret. Ces heures d'antenne et de bavardage constituent donc un autre ressort médiatique de l'invisibilisation du travail au service d'un invariant idéologique. Exiger que soient rognées sans fin les conquêtes du mouvement ouvrier. Cet acharnement, il n'est pas nouveau. Il est même aussi vieux que la lutte des classes et consubstantiel à l'histoire d'une partie de la presse dont la dépendance à l'égard du pouvoir économique est très loin d'être une spécificité contemporaine. Au fil des époques, en effet, qu'il ait été question d'augmentation de salaire ou de diminution du temps de travail, les mêmes refrains se sont fait entendre inlassablement. Présager de conséquences économiques néfastes et agiter le spectre de la faillite de la France, décréter que les avancées sociales n'arrivent pas au bon moment, pester contre les modalités d'encadrement du temps de travail, toujours rigides, toujours contraignantes, et prôner en conséquence leur détricotage instantané. Opposer les travailleurs entre eux, en triant le bon gré laborieux de livrets privilégiés. Aussi, quand on se promène dans les archives de presse, on n'est pas vraiment dépaysé. Retour par exemple en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Malgré une presse ouvrière et communiste bien plus puissante qu'aujourd'hui, les idées du patronat disposent de haut-parleurs autrement plus influents, notamment auprès des élites politiques. Revendication de longue date du mouvement ouvrier, la journée de 8 heures est alors poussée par la CGT et un projet de loi est adopté en ce sens le 23 avril 1919. Quelques jours auparavant, le quotidien catholique La Croix, très conservateur à l'époque, n'avait pas de mots assez durs pour fustiger, je cite, « la loi du moindre effort, la journée sans travail des bolcheviks et ceux qui n'aiment pas travailler ». La réforme se réaliserait, en d'autres temps, sans heurts, sans mécompte. Il ne semble pas devoir en être de même à l'heure actuelle, et sa réalisation hâtive et inopportune semble destinée à jeter un nouveau trouble sur le marché commercial. Autre exemple délicieux, tiré du quotidien Le Temps, ancêtre du monde, le 16 juin 1919. Les fêtes ne tombent pas forcément un dimanche. Jour de l'an, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, Noël. Ajoutez-y le 1er mai et le 11 novembre, les ponts, les vacances, les congés pour mariage, enterrement, baptême, maladie, etc. En réalité, la journée de travail nominalement de 8 heures serait en fait de 6 heures. On voit par là qu'il n'est pas exagéré de dire que la formule de la semaine de 48 heures peut avoir des conséquences graves pour l'ensemble de la production nationale. Ça vous rappelle des choses ? La France compte 11 jours fériés. 5, comme aujourd'hui, pour des commémorations, et 6 pour célébrer des fêtes religieuses comme la Toussaint ou Noël. Alors s'il fallait vraiment en choisir un, lequel faudrait-il supprimer ? Et pourquoi pas donc le 11 novembre que certains ont chômé hier. D'abord, pourquoi ? Parce que effectivement, les statistiques sont implacables. Nous, Français, ne travaillons pas assez. Le lundi de Pentecôte, on a contribué à financer le 4e âge, etc. Franchement, 3 milliards, dans le contexte, on prend. Alors c'est pas mal, il n'y a pas de quoi remettre le pays à flot, mais c'est pas mal. On pourrait, au nom de l'effort collectif, supprimer un autre jour férié, je vais pas me faire que des amis. Près de 20 ans plus tard, on retrouve les mêmes rengaines contre la semaine de 40 heures, fruit de grèves massives concédées par le gouvernement de Léon Blum en juin 1936. Comme le souligne le journaliste Pierre Ansery sur Retro News, la presse conservatrice, de droite et d'extrême droite, fait preuve d'une violence inouïe. Le Figaro anticipe alors, je cite, « un sombre avenir, nous sommes sur la pente de l'expérience socialiste, nous glissons ». C'était le 14 juin 1936. Pour le compte de l'organisation patronale Ordre et Bon Sens, la revue L'Animateur des temps nouveaux édite des affiches qui résument assez bien la propagande de l'époque. Misère, vie plus chère, faillite, chômage accru, rendement des impôts moindres, la semaine de 40 heures écrasera le travailleur français. Bien-être amoindri, une fois de plus, trompé par l'international, le travailleur français se laissera-t-il prendre au mirage ? Le patronat se déchaîne contre cette conquête sociale qui doit encore s'arracher par des grèves au moment des négociations par branche. Le très influent quotidien L'Écho de Paris, soutien du Parti social français du colonel Delarocque, va même jusqu'à lancer dans ses pages un grand référendum sur les 40 heures, près d'un an après l'adoption de la loi. C'est le journaliste Henri de Kérillis qui en est à l'initiative. Il déploie une féroce campagne contre, je cite, « un drame dans lequel le pays risque de sombrer, une grande calamité publique, une politique mortelle. Les 40 heures ruinent les entreprises et jettent patrons et ouvriers sur la paille. Elles vouent les petits rentiers, les pensionnés et les fonctionnaires à la famine, écrasent le petit commerce, arrachent les paysans à la terre et vident les campagnes.
Pendant près d'un mois, les lecteurs sont quasi quotidiennement incités à signer un bulletin de protestation reproduit dans le journal, dans le but de faire pression sur le gouvernement. On le voit, au fil des années, l'asservissement d'une partie de la presse aux intérêts économiques aura généré, sans trêve, ces lots de matraquage patronal. Filant cet héritage, quantité d'économistes, experts et journalistes ont engagé toutes leurs forces dans la bataille contre les 35 heures, mises en place à la veille des années 2000. Rendre compte du fanatisme avec lequel les néolibéraux ont fait campagne à cette période et longtemps ensuite nécessiterait une vidéo entière. Grande signature du Figaro, du Point, des Échos, mais également éditorialiste au Monde, l'illustre Nicolas Bavrez n'aura par exemple cessé d'écumer les plateaux et les colonnes des journaux. Alors Nicolas Bavrez, alors la France tombe, paf! Regardez la crise de l'hôpital de cet été, par exemple, parce que c'est valable dans le service. Oui. On peut parler aussi du service public. Cette fermeture des lits, elle s'explique par les 35 heures, parce que vous ne pouvez pas créer des postes d'infirmières du jour au lendemain. Donc quand on a dit qu'elle ne travaillait pas plus de 35 heures, eh ben, vous n'avez plus d'infirmières. Ça, c'était en 2003, au moment où les chefferies médiatiques lui déroulaient un énième tapis rouge dont le seul mérite est d'avoir produit quelques pépites pour la postérité, notamment celle-ci, dans l'émission d'Alain Finkielkraut sur France Culture. La gauche française, elle n'a toujours pas fait son aggiornamento idéologique, elle n'a toujours pas coupé le cordon ombilical avec Marx. Aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir de quoi ? On est en train de s'apercevoir que les 35 heures sont une catastrophe. Certaines études médicales montrent que le temps libéré par les 35 heures, c'est aussi de l'alcoolisme en plus, des violences conjugales, et que plus on descend dans la société, et plus les avantages, y compris sociaux, soi-disant des 35 heures, sont éminemment contestables. Oui. Jadis contre les améliorations des conditions de travail, et depuis 40 ans, pour la destruction des conquêtes ouvrières. La régularité avec laquelle se déploient les campagnes du « travailler plus » ou plus longtemps a bien sûr tout à voir avec les orientations des politiques publiques, du Parti socialiste à la droite traditionnelle. Mais face à la casse de l'État social, les grands médias sont loin d'exercer un rôle de contre-pouvoir. Le cas des multiples réformes des retraites suffirait à classer l'affaire. Autre registre, même esprit, la couverture de la loi dite « pour le plein emploi » adoptée très récemment. Depuis le 1er janvier 2025, celles et ceux qui bénéficient du RSA, soit près de 2 millions de personnes en France, se retrouvent automatiquement inscrits à France Travail. Et selon la logique libérale de la carotte et du bâton, ils devront attester de 15 heures d'activité par semaine pour continuer de toucher cette allocation. Le tout sur fond d'intensification de contrôles en tout genre au sein d'une institution qui subit et produit de la violence sociale. Face à cela, BFM TV applaudit et tente de rassurer. 15 heures par semaine, voilà, dont on a beaucoup parlé. On va en fait généraliser un dispositif qui a été testé pendant des mois dans plusieurs dizaines de départements et qui a été beaucoup critiqué. Alors, sauf que non, contrairement à ce que beaucoup pensaient, l'idée de ceux qui ont conçu ce système, c'est pas de dire de toute façon c'est fait pour des gens qui se laissent vivre et qui n'ont pas envie de s'en sortir, donc on va les secouer un petit peu, ça leur fera du bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Personne pense ça. Personne, vraiment. Je pense qu'on a été au bout de la logique. Consistant à assister les gens. Je serais pour qu'on panache un petit peu notre modèle soviétique avec le modèle américain. Et je pense franchement qu'on a fait le tour de l'assistanat et qu'il faut aller qu'il faut lui tourner le dos et qu'il faut aller vers une société du travail. Ailleurs dans les médias, on ne parle pas avec un tel cynisme. Mais de toute évidence, la logique de la loi n'a rien pour déplaire. On évoque des zones d'ombre ou des critiques, mais on leur laisse peu de place. Comme le fait le Nouvel Obs, on titre sur un dispositif jugé efficace, testé dans différents départements en France. En septembre 2024, Le Monde saluait aussi une expérimentation encourageante et des résultats prometteurs s'agissant du dit retour à l'emploi. Idem aux 20h de France 2. Comme à Givors, désormais partout en France, il faudra effectuer 15 heures d'activité par semaine pour toucher le RSA. Comme suivre un stage en entreprise, passer le permis de conduire, apprendre à rédiger son CV. Plus de 74 000 bénéficiaires du RSA ont testé le dispositif. 40% avaient un travail, comme un CDD par exemple, après 6 mois de parcours. Mais quel emploi ? Quel contrat ? Pourquoi faire ? Et dans quelles conditions ? Peu importe. L'important, c'est de cocher la case « travail ». S'appuyant quelques secondes sur les témoignages d'une mère isolée, le reportage de France 2 dit bien que le dispositif, je cite, fait polémique. Mais quels arguments de fond sont avancés ? On n'en saura strictement rien. Un comble lorsque l'on constate que la rédaction du 20h répertorie, parmi ses sources, le rapport premier bilan des expérimentations RSA co-réalisé par un ensemble d'associations.
Il eût été intéressant d'en faire part aux téléspectateurs, notamment parce qu'il regorge d'exemples des dérives engendrées par les expérimentations en question. Substitution à de véritables emplois et glissement vers le travail gratuit, contrôle social de l'intimité, aggravation de la mécanique des radiations et des non-recours, contrats courts dans des secteurs aux conditions de travail difficiles, on en passe et des meilleurs. Bref, dans la droite ligne des politiques contre les pauvres, cette séquence reconduit la vulgate du « travail à tout prix », en plus de nier les réalités de l'entraide, des contributions bénévoles et de toutes les activités non reconnues comme du travail, privées de statut, de reconnaissance et de valorisation sociale. Car en dehors du travail-emploi, point de salut. Si vous êtes encore avec nous à cette étape de la vidéo, vous vous dites peut-être que le point commun à tous ces discours, qui prennent tant de place dans les grands médias, c'est que le travail y est à la fois partout et nulle part. C'est précisément le constat général que dresse Denis Colombi quand il parle d'une cécité qui affecte l'ensemble du débat public. Ainsi écrit-il, même quand il est question du travail, il est rare qu'on regarde celui-ci en face, pour ce qu'il est, ce que les gens font et vivent. Il n'est donc pas inutile, à ce stade, qu'on se demande ce que l'on peut réellement voir du travail dans les médias. Que reste-t-il du journalisme social et quel métier capte l'attention journalistique ? Pendant la semaine du 2 décembre 2024, on s'est livré à un petit exercice d'observation des journaux de 13h et 20h sur TF1. Au niveau des professions mentionnées, interviewées ou visibles à l'écran, ce sont les artisans, les chefs et responsables d'entreprise ou directeurs de services, ainsi que les agriculteurs et les forces de l'ordre, police et gendarmerie, qui sont le plus régulièrement mis en avant. Quant à la vision du travail, elle ne laisse guère de place à l'évocation des conditions de travail. Celles-ci sont le plus souvent éludées ou évoquées très à la marge, à la faveur, par exemple, de circonstances particulières comme des mobilisations sociales, ou lors de la question ou des recettes du jour, ces dernières laissant la part belle aux artisans. Il en va là d'un tropisme fort connu de TF1, dont les directions successives ont d'ailleurs fait une politique éditoriale à part entière. Pour élargir la focale, on peut se reporter au baromètre de l'Arcom qui, chaque année, analyse la manière dont la société française est représentée à la télévision, tant dans des émissions de fiction que d'information, des magazines et documentaires, des programmes de divertissement, etc. En 2022, les cadres, professions libérales et chefs d'entreprise tiennent le haut du pavé. Ils représentent 61% des personnes visibles à l'écran, alors qu'ils ne constituent que 10% de la population française. Avec les artisans et les commerçants, 3% de la population, mais 6% des personnes indexées à la télévision. Ces catégories socio-professionnelles sont les seules à être surreprésentées. Regardons par exemple le cas des professions intermédiaires, telles que les catégorise l'INSEE, c'est-à-dire un ensemble très hétéroclite, regroupant des métiers de l'enseignement, de la santé, de l'administration de la fonction publique, mais aussi les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises, les techniciens, les agents de maîtrise, etc. 14% de la population exerce ces métiers, mais à l'écran, 6%. Idem pour les employés et les personnels de service. 15% de la population, seulement 9% des personnes visibles à la télévision. Mais le décalage le plus important, c'est chez les ouvriers qu'on l'observe. Comptant pour 12% de la population, ils ne sont représentés qu'à hauteur de 2% à la télévision. C'est-à-dire 6 fois moins qu'ils le devraient si nos écrans étaient un reflet un tant soit peu fidèle des réalités professionnelles françaises. La défiguration du réel est permanente et elle s'est aggravée au fil du temps. Le dernier rapport de l'Arcom, en date de novembre 2024, établit qu'entre 2013 et 2023, le total des employés et des ouvriers représentés sur les écrans est passé de 16 à 8%. La télévision n'est pas le seul médium concerné. En 2019, dans une enquête pour Le Monde diplomatique, le journaliste David Garcia avait réalisé pendant une semaine un portrait robot des studios de France Inter. 177 invités, tous issus des classes moyennes supérieures, culturellement et économiquement favorisées. À 2 petites exceptions près, à des heures de faible écoute. Sur France Info, le même tropisme se donne à voir, y compris dans des chroniques spécifiquement dédiées au travail. L'émission « C'est mon boulot », par exemple, aurait pu tout aussi bien s'appeler « Vie ma vie de cadre ». Majoritairement, ce sont bien leurs préoccupations qui sont surreprésentées, leurs conditions de travail qui sont scrutées, leurs avancées qui sont célébrées. Même quand on parle de handicap, de transition écologique, d'égalité femmes-hommes ou de chômage, le prisme reste tendanciellement le même. Cet effet de loupe, il s'adapte à toutes les conjonctures. Au moment du confinement, malgré une attention médiatique plus forte aux métiers essentiels et une reconfiguration bienvenue d'une partie du débat public autour du sens du travail, on aura vu surgir quantité de productions publicitaires visant à promouvoir les perspectives radieuses qui s'offraient aux cadres.
Télétravail à Madère, en Thaïlande, mais aussi la Barbade, Courchevel, Maurice, les îles Caïmans, etc. Les rédactions donnaient l'impression de se disputer la course au titre le plus navrant. Télétravailler au bout du monde ? Pourquoi pas vous ? Interrogeaient les Échos. Tandis que Courrier International égrenait des conseils pratiques pour travailler depuis un paradis sur Terre. Quand je fais une pause, je vais sur la plage, s'amusait encore Europe 1. Une radio qui, parallèlement, aura déployé la propagande la plus violente contre les salariés contraints d'aller sur leur lieu de travail, inquiets des risques de contamination. Mais il y a sûrement aussi des arrière-pensées, des motifs cachés, des abus, des hypochondriaques du droit de retrait. Et cela porte une responsabilité particulière, celle de provoquer une autre contagion. Une autre contagion, c'est-à-dire ? Une multiplication des arrêts de travail. Totalement dénué d'informations, cet ensemble de prospectus journalistiques en disait finalement assez long sur le milieu social des rédactions, dont l'entourage comptait de toute évidence davantage de digital nomades que d'éboueurs, de caissières ou d'infirmières. À cette catégorie de travailleurs essentiels, les grands médias ont d'ailleurs donné un nom particulièrement signifiant du point de vue de la critique des médias, les invisibles. Mais invisibles pour qui ? Et à cause de qui ? Dans les magazines féminins, par exemple, les travailleuses de première ligne sont totalement passées sous les radars des rédactions, tout occupées à dégainer des injonctions à la productivité au travail et à l'efficacité à la maison, donc au travail domestique, à destination des télétravailleuses. S'agissant de l'hôpital, des reportages de bonne facture ont vu le jour à cette période. Mais les tranches d'informations rassemblant le plus grand nombre ont systématiquement ignoré un très large éventail de professions de santé. Au mois de mars et avril 2020, nous avions ainsi décompté les intervenants sollicités par 5 matinales radiophoniques. France Inter, RTL, RMC, France Info, Europe 1. Sur 287 invitations, les professionnels de la santé en ont perçu 22%. Et parmi ces 64 personnes, les médecins étaient de loin les plus représentés, à hauteur de 92%, au détriment d'autres catégories professionnelles pourtant essentielles à l'hôpital, comme les aides-soignantes, les infirmières, les agents de nettoyage, etc. Mais aussi d'autres structures de soins, professions de l'aide à la personne, EHPAD, psychiatrie, etc. Si leur travail et leurs conditions de travail ont été évoquées, les premières concernées, puisque ce personnel est constitué en majorité de femmes, ont bel et bien vu leurs paroles totalement confisquées. Parce que les milieux populaires sont généralement parlés par d'autres qu'eux-mêmes, Pierre Bourdieu les décrivait comme une classe-objet par excellence. Ce phénomène, certaines émissions l'ont d'ailleurs poussé à l'extrême au moment de la crise sanitaire. 1er mai 2020, grand bien vous fasse, France Inter. On s'intéresse aux travailleurs longtemps invisibles, devenus visibles, indispensables. Les agents de propreté qui assurent des missions essentielles en ce moment. Ici à Radio France, je salue Ragini ou Gisèle, toutes celles et tous ceux qui font en sorte que notre belle maison soit sécurisée d'un point de vue sanitaire. Au vu d'une telle présentation, et bien que ces personnels soient présentés comme des objets de curiosité, devenus indispensables et essentiels en ce moment comme s'ils ne l'étaient pas avant, on aurait pu s'attendre à ce qu'une émission consacrée à l'invisibilisation des travailleurs du nettoyage leur donne la parole. Vous nous voyez venir ? Casting. Nous recevons ce matin les professeurs au Collège de France, Pierre Rosanvallon et François Héran, Philippe Joanny, président de la Fédération des entreprises de propreté, et Aurore Desjonquières, chargée d'études à la DARES. On peut parler d'un exploit. En majorité des hommes, socialement privilégiés et blancs, convoqués pour évoquer une profession particulièrement féminisée, précaire et racisée. CQFD. Dans l'enquête sur France Inter que l'on citait précédemment, David Garcia confrontait un grand reporter de la chaîne à ce type d'œillère médiatique. Voici ce qu'il répondait. On a tendance à inviter les bons clients, des professionnels du discours aptes à tenir le micro pendant 7 à 8 minutes. Ce n'est pas donné à tout le monde et encore moins sans doute à une femme de ménage ou à un ouvrier peu familier de ce type d'exercice. Cela demanderait sans doute des efforts supplémentaires, mais rien n'indique qu'il existe en France aucun gilet jaune ou aide-soignante capable de répondre aux questions de Nicolas Demorand et de Léa Salamé. Tout indique précisément que ces dispositifs sont pensés par des privilégiés pour des privilégiés. Il pourrait donc en être autrement, pour peu que les professionnels des médias ne naturalisent pas les conditions de reproduction de l'entre-soi et prennent la peine de les penser différemment. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en prend pas du tout le chemin. Récemment, le service public en a d'ailleurs livré un exemple proprement spectaculaire. Le 9 novembre 2024, Léa Salamé, justement, consacrait une page de son émission Quelle époque au dernier film de Gilles Perret et François Ruffin, Au boulot. L'idée, c'est pas ici de porter un avis critique sur le film, mais bien de regarder ce qu'en fait l'équipe de France 2 en plateau. Le député est présent, tout comme 2 des femmes tournant dans le film. Louisa Areb,
auxiliaire de vie, et la juriste et chroniqueuse réactionnaire Sarah Salman, que François Ruffin entreprend précisément de mettre au boulot en lui faisant voir ou pratiquer pendant une semaine une série de métiers peu visibilisés par les médias. Livreur, marieur, serveur, employé de ménage, auxiliaire de vie, câbleur, travailleur associatif, etc. Pourtant, de ces métiers, il ne sera jamais question dans l'émission. Quant à Louisa Areb, sur une séquence de 30 minutes, elle n'aura la parole que durant 1 minute et 37 secondes. Celle qui fait événement, c'est Sarah Salman. Je ne veux pas lui mouiller la compresse, mais si elle n'est pas là, ça se passe pas pareil. C'est pas le même film. Enfin, moi, à la fois, je supporte pas ce qu'elle dit, et en même temps, je supporte pas ce que vous dites non plus, et je prends sur moi. Elle me fait marrer. Je vous ai dit qu'il y a une tension entre eux. Mais la vraie question, juste un petit mot. Vous disiez en loge, elle me disait, mais à quel moment ils sont tombés amoureux? C'était ça qui est vraiment. Louisa Areb devra d'ailleurs attendre 7 minutes et 30 secondes avant d'être sollicitée pour la première fois. Personne en plateau n'a l'air de le percevoir ou le ressentir comme un problème. Et pour cause, tous sont issus du show business, du monde de la culture haut de gamme et du journalisme. Les écrans, ce sont eux. Quand ils se parlent entre eux. Ainsi, hormis pour lui demander combien elle gagne, Louisa Areb ne sera jamais questionnée sur son travail. Et la première question qu'on lui pose, on vous le donne en 1000, porte sur quelqu'un d'autre qu'elle. Évidemment, vous saviez pas qui était Sarah Salman, si? Si, je l'avais entendue à la radio, entre 2 interventions. Elle l'a quand même traité de feignasse, en fait. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous pensiez d'elle? Qu'est-ce que vous pensiez d'elle quand vous l'entendiez parler de feignasse, d'assister? Mais dans quel monde elle vit, quoi? Noyer le réel sous les paillettes, le sensationnel, l'émotion qui fait de bonnes images, la condescendance, la satisfaction d'avoir bien fait la charité. Quelle chance, madame, nous avons d'être à vos côtés. Vraiment. Bien sûr. Merci. Et veiller, bien sûr, à ce que la chose politique n'ait jamais sa place, ou si peu, quelques secondes seulement, entre 2 tranches de rigolade. Louisa, si vous aviez Emmanuel Macron là, sur ce plateau, vous lui diriez quoi? Vous lui demanderiez quoi? Mais je lui demanderais, la première chose, c'est un vrai statut. On n'a pas de statut. Et vous lui demanderiez aussi de récurer les chiottes un peu, quand même. Ouais, un petit peu, je pense. Après, il y a... Chez vous, François Ruffin, il y a une obsession des riches. Chez vous, comme le riche, depuis toujours, depuis avant même que vous soyez député, le riche, forcément, c'est le grand méchant loup, le diable, etc. Louisa est en plateau, dans un monde qui n'est pas le sien. Mais en définitive, les habitués ne l'auront jamais vraiment laissé rentrer. Et son quotidien de travail, il est resté à la porte. Certains développements de Pierre Bourdieu semblent avoir été écrits précisément pour cette séquence. La télévision, disait-il, peut paradoxalement cacher en montrant. La télévision a cette propriété qu'elle montre. Bon. Mais on peut paradoxalement cacher en montrant. Bon, alors maintenant, évidemment, en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer. Bon, si on faisait ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire informer. Mais on peut aussi cacher en montrant ce qu'il faut montrer. Mais en le montrant de telle manière qu'on ne le montre pas. En montrant de telle manière que on le décompose, ou on le déconstruit, on le rend insignifiant, ou au contraire qu'on le construit de telle manière qu'il prend un sens qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors bien sûr, certains îlots tirent leur épingle du jeu, proposent aux travailleurs autre chose qu'un simple rôle de témoignage passif et réussissent à montrer le travail. Dans Le Monde, parfois, ou encore à Libération, où on se souvient par exemple de cette riche enquête sur les forçats de l'agroalimentaire. On peut également mentionner le récent reportage de Complément d'enquête sur les conditions de travail au sein des magasins Action. Si l'on cite ces exemples, c'est pour appuyer ce qu'Acrimed répète souvent. Un autre journalisme est possible, la preuve, il existe déjà. Mais si on garde ces reportages en mémoire, c'est aussi parce qu'ils relèvent davantage de l'exception que de la règle. Pour ainsi dire, ce sont des productions hors normes, qui, par contraste, rendent saillante la norme, celle qui occulte en permanence les conditions de travail de millions de personnes, en France et ailleurs dans le monde. Les reportages qui montrent vraiment le travail, on les trouve surtout en dehors du paysage dominant. Dans des médias indépendants, grâce à des journalistes soucieux de faire exister une véritable critique sociale, mais également grâce aux travaux de chercheuses et chercheurs, sociologues pour la plupart. Toutes ces enquêtes ont en commun de donner à voir les conditions de travail réelles, mais aussi de connecter directement l'exploitation des dominés aux dominants. Ces journalistes, ces universitaires qu'on est en train de voir ici, vous les connaissez peut-être. Mais une chose est sûre, contrairement aux toutologues, vous ne les croisez pas tous les 4 matins dans les colonnes des journaux, et encore moins à la télévision.
Certains sont bien sûr invités de ci, de là. France Culture se distingue en leur accordant une place non négligeable. Mais l'espace qui leur est réservé dans le paysage médiatique dominant pèse relativement peu. La conséquence, c'est une invisibilisation des réalités peu ragoûtantes des conditions de travail en France, à la faveur d'un appauvrissement toujours plus grand du débat public et d'une prime à la médiocrité. Moi, ça m'arrive de conduire des Formule 1, j'ai 70 ans ou presque, ça rime à rien. Qu'on me dise pas qu'à 52 ans, on peut plus conduire un métro. Pour ne faire qu'une rapide comparaison, les sondages à la petite semaine de l'Institut Montaigne sur l'épidémie de flemme, dont on vous parlait tout à l'heure, auront fait infiniment plus de bruit médiatique que les enquêtes conditions de travail sur lesquelles s'appuie par exemple la sociologue Dominique Méda depuis très longtemps dans ses travaux. Menées sur plusieurs décennies, elles suivent un vaste panel d'actifs et croisent de très nombreux indicateurs. L'enquête française met en évidence une dégradation du travail depuis plusieurs décennies. Après une pause entre 1998 et 2005, le processus d'intensification du travail a repris, rendant le travail de plus en plus difficile à supporter pour de nombreuses personnes. La vague 2019 a mis en évidence que pour 37% des actifs, leur travail était insoutenable. De quoi questionner, à tout le moins, les mythologies sondagières régulièrement répandues par les médias sans aucune précaution, mais aussi les excès de clairvoyance du Figaro, visiblement seul à percevoir une majorité silencieuse de Français qui s'épanouissent au travail. Ainsi, à l'image des innombrables grèves ne bénéficiant pas du moindre écho médiatique, de nombreuses réalités illustrant certains des aspects les plus conflictuels et les plus significatifs du monde du travail passent continuellement sous les radars. Ce fut le cas, par exemple, de la condamnation définitive du groupe Bouygues en janvier 2021 pour recours à du travail dissimulé sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Dans le paysage des médias généralistes, un article dans Mediapart, un autre dans Le Canard enchaîné, 3 lignes dans Ouest France. Et c'est tout. Le jugement aurait pourtant justifié une couverture de grande ampleur à de nombreux égards. Celui des faits incriminés, par exemple. Une centaine d'accidents du travail non déclarés et l'embauche illégale de 460 travailleurs roumains et polonais qui, rapporte Mediapart, ne disposaient d'aucune protection sociale, d'aucun congé payé, pour une majorité d'entre eux, et pour certains, d'aucun bulletin de paie. Il est vrai que le portrait d'un PDG du CAC 40 et propriétaire de médias, usant de méthodes esclavagistes sur un chantier pharaonique, pour la construction d'un ouvrage aussi anodin qu'une centrale nucléaire, ne correspond guère à la vision irénique du travail en vogue dans les médias. Les accidents du travail leur sont d'ailleurs relativement étrangers, alors qu'ils constituent pourtant un phénomène social majeur. Nous avions eu l'occasion d'en discuter avec Mathieu Lépine, professeur d'histoire-géographie et auteur du livre « L'hécatombe invisible », qui, depuis plusieurs années, recense les articles de la presse locale et nationale traitant de cette question. Ces observations étaient sans appel. Dans les grands médias, le terme « accident du travail » est souvent tabou, les reportages sur les familles des blessés ou des défunts sont inexistants et les enquêtes sur les politiques patronales ou les conditions de travail sont totalement résiduelles. Traités comme des faits divers, les accidents du travail font l'objet d'une couverture dépolitisée qu'on pourrait résumer comme ça. Un grand malheur sans cause. En ce domaine, l'Humanité et d'autres médias indépendants rehaussent le niveau, mais leurs enquêtes ne circulent que très marginalement dans le paysage mainstream. Un travail réalisé grâce aux outils numériques de l'INA permet par exemple de mettre en évidence les manquements de l'audiovisuel en la matière. En 2023, dans 5 des principaux journaux télévisés, le terme « accident du travail » a été employé seulement 13 fois. Sur les 4 chaînes d'information en continu, on ne dénombre que 311 occurrences cumulées. Face à de tels angles morts, les justifications avancées auprès de Mathieu Lépine par les journalistes ou par leur rédaction en chef sont finalement assez classiques. Le sujet n'est pas vendeur, ou encore, il n'y a pas d'actualité sur le sujet. Et pourtant, nous disait-il, tous les jours, quelqu'un est mutilé par une machine. Tous les jours, quelqu'un meurt au travail. L'actualité, il faut être vraiment aveugle pour ne pas la voir. Plutôt que d'informer réellement sur la souffrance au travail et sur la responsabilité des politiques patronales, nombre de médias optent pour des formats magazines qui prescrivent de travailler sur soi. Fini le syndicalisme, au revoir les débrayages, l'heure est à la quête de solutions individuelles pour trouver le bien-être et développer sa résilience. Laura est auto-entrepreneuse. Elle travaille régulièrement dans cet espace de coworking, mais depuis quelques mois, ce qui lui prend du temps, c'est de partager sa nouvelle vie sur un blog intitulé « Pourquoi je me lève à 5h30 tous les matins et ce que vous gagnerez à en faire autant ». Elle y décrit point par point les étapes à suivre.
Et ces journées commencent toujours par le même rituel, une séance de méditation. C'est le livre en fait qui m'a incité à me lever plus tôt et à avoir cette série d'activités qu'on appelle un rituel ou une routine matinale. C'est le patron lui-même qui a proposé à ses collaborateurs de participer à des ateliers méditation et yoga. Et observez la petite détente qui se crée dans le bas de votre dos. C'est comme un petit massage. Ces ateliers font partie d'un programme complet établi par la Team Bien-être Yango, une société tarnaise qui accompagne les entreprises dans leur politique de qualité de vie au travail. Assis autour d'une table, les yeux fermés, nous nous sommes laissés guider par le gong des clochettes et la voix de Lucie Pascuto, une sophrologue, pour cette séance de méditation. Alors, pourquoi vous rigolez ? C'est la meilleure excuse de l'histoire pour vous payer en réunion. Nous avons essayé de sortir de notre pilotage automatique pour se focaliser sur l'attention, observer les 60 000 On va quand même pensées rassurer les téléspectateurs, ça ressemble pas à ça, nos conférences de rédaction. Adossées au très à la mode journalisme de solution, ces productions sont un concentré de dépolitisation et un véritable gâchis. Autant de temps passé à ne pas poser les questions essentielles. Autant de temps à ne pas véritablement parler du sens du travail et de l'organisation de la production dans un monde en pleine crise écologique. Que produit-on ? Pour faire quoi ? Dans quelles conditions ? Comment organise-t-on le travail et qui en décide ? L'organisation des salariés est d'ailleurs un angle mort total des journalistes. Le traitement médiatique des élections professionnelles, par exemple, que ce soit dans les très petites entreprises ou dans la fonction publique, se distingue année après année par ses faillites à répétition. Quant à évoquer des formes alternatives d'organisation du travail, qu'elles proviennent des travailleurs eux-mêmes, du champ intellectuel, politique ou associatif, ne rêvez pas. Les réflexions proposées par Bernard Friot et le réseau Salariat, Daniel Linhart, Nicolas da Silva et tant d'autres n'ont quasiment pas droit de citer dans les grands médias. Après un tel panorama, on peut sans mal affirmer que le journalisme social est de fait une espèce en voie de disparition. Reste à se demander, dans cette dernière partie, pourquoi ? Comme le rappellent les sociologues Jean-Baptiste Comby et Benjamin Ferron, le journalisme est une profession structurée, malgré de fortes disparités internes, par une tendance forte à l'embourgeoisement, en particulier dans ses franges dominantes ou intermédiaires. La sociologie des journalistes est indéniablement un facteur à même d'expliquer le désintérêt, la méconnaissance, voire le mépris des professionnels des médias, et notamment des chefferies éditoriales, vis-à-vis des classes populaires et des métiers qu'elles exercent, relégués au bas de l'échelle sociale. L'évolution spécifique du profil professionnel des journalistes sociaux en est un autre. Dans l'étude qu'elle leur consacre, la politiste Sandrine Lévesque montre comment, au début du XXe siècle, l'engagement militant aux côtés des travailleurs, politique et syndical, était un principe valorisé, qui participait même intrinsèquement de la légitimation des journalistes sociaux en tant que groupe professionnel. Mais avec le triomphe du néolibéralisme et des discours enivrés proclamant la fin des classes sociales, militantisme et référence au monde ouvrier sont progressivement apparus comme une ressource dévaluée. Le profil engagé des journalistes sociaux finit par être remis en cause et même dénoncé au profit d'un autre, beaucoup plus technicien. Un ancien président de l'Association des journalistes d'information sociale, l'AGIS, également rédacteur social dans un quotidien économique, témoignait ainsi dans l'enquête de Sandrine Lévesque. Dans les années 80, on a beaucoup travaillé pour ouvrir les journalistes sociaux à l'économie. On était tous formés à ça parce qu'on venait de l'économie, de Sciences Po ou des facs de droit. Alors, on a essayé de faire comprendre aux journalistes sociaux qu'il fallait traiter les problèmes sociaux autrement qu'en termes de rapport de force, syndicats, patronat. Donc il fallait prendre en compte de nouvelles notions, la rentabilité, la productivité, etc. Ils l'ont très bien compris, tellement bien que le résultat a été que les journalistes sociaux ou dits sociaux ont très vite dérapé et n'ont plus traité que le caractère économique des conflits. Un recadrage de l'information sociale allant de pair avec la financiarisation des médias eux-mêmes, dans lesquels tout concourt à saper les formats de reportage, comme le travail d'enquête et d'investigation. On pense à l'AFP, marquée par des tentatives de démantèlement pur et simple du service d'information sociale. Le cas de France Inter est aussi très parlant, où les directions ont fait de la critique sociale l'une de leurs cibles favorites. Un seul exemple. Malgré de bons chiffres d'audience, l'émission Comme un bruit qui court, qui avait succédé à Là-bas si j'y suis, enterrée par Laurence Bloch en 2014, a été à son tour éjectée par la même directrice en 2019 parce qu'elle était, je cite, trop militante. Les deux journalistes animateurs, Antoine Chao et Charlotte Perry, ont alors hérité d'un créneau chacun. 15 minutes le dimanche pour C'est bientôt demain et 10 minutes le samedi pour Des vies françaises. Ces deux émissions étaient parmi les dernières sur la grille à faire le portrait de travailleurs et travailleuses de l'ombre, mais aussi à rendre compte des luttes sociales et environnementales. À l'été 2024, elles ont été supprimées.
Il faut bien dire que les dirigeants de médias mènent d'autant plus facilement la danse que la résistance collective s'amenuise dans les rédactions, elles aussi éclatées, comptant un taux de syndicalisation extrêmement faible et où tout le monde ne fait clairement pas le même métier. En haut, une élite starifiée qui cumule prestige social, haut revenu et pouvoir éditorial. En bas, une armée précaire qui doit faire vite et cheap, en renonçant bien souvent à toute forme d'autonomie intellectuelle sur son travail. Tout cela a bien sûr de lourdes conséquences sur la production et la qualité de l'information. On a beaucoup entendu parler des grèves à iTélé, Europe 1 ou au JDD, toutes brisées par Bolloré. Mais ce serait ignorer que la violence accourt partout dans ce milieu. Entre 2012 et 2020, 1469 équivalents temps plein ont été supprimés à France Télévisions, où sévissent des réorganisations en cascade qui broient des journalistes. À Radio France, les salariés affrontent depuis des décennies des saignées budgétaires, une précarisation organisée et massive du travail, tout particulièrement à France Bleu, où les protestations ont lieu jusqu'à aujourd'hui dans un silence assourdissant. On pourrait continuer encore longtemps la photographie de cette longue dégringolade. Pour pousser la réflexion, on vous renvoie vers le livre du sociologue Alain Accardo, journaliste précaire, journaliste au quotidien, ou celui, plus récent, de Sophie Eustache, Bâtonnet. Car le travail des soutiers de l'information fait, lui aussi, l'objet d'une invisibilisation massive dans le débat public. Pour nous, c'est une manière presque métonymique de boucler la boucle de cette vidéo. Comment informer correctement sur le travail dans un environnement où l'information est considérée comme une vulgaire marchandise, dans des médias possédés par des industriels en quête de rentabilité, sous la domination de chefferies socialement privilégiées qui dictent le travail des autres. C'est tout un système qu'il faut transformer. Nombre de perspectives existent en ce sens et on tâchera de vous les présenter dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 5e épisode de 4e Pouvoir, la série d'Acrimed et de Blast. S'il vous a plu, pensez à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à activer la cloche. Encore un épisode qui nous aura demandé beaucoup de travail et forcé à regarder des séquences insupportables de mépris et de bêtises. Alors si vous souhaitez nous aider dans cette tâche laborieuse et pénible, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don à Blast et bien sûr à soutenir le travail d'Acrimed que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou à travers la revue Média Critique. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.